Bonjour à tous. Donc, merci au comité d'organisation de m'avoir permis de venir vous présenter donc, le best-of 2013-2014. Alors, juste en préambule, ce sujet, Jean-Michel Chevalier a eu le traité au Forum européen il y a quelques mois. Donc, on avait tous les deux colligé tous les articles qui nous paraissaient intéressants ces derniers trimestres. C'est Jean-Michel Guy, excusez-moi. Et en fait, ma sélection n'est pas du tout celle de Jean-Michel. Voilà, donc c'est ma sélection, mon best-of à moi. Hein, mais si certains d'entre vous ont des papiers et que je n'en parle pas aujourd'hui, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et j'espère que Madame Nasri ne m'insultera pas cet après-midi sur les réseaux sociaux. Alors, le premier papier sur la mort subite donc, du sportif. Un travail espagnol qui complète un petit peu deux publications qui avaient été publiées donc en France ces dernières années sur le sport en fait loisir sur la population générale. L'intérêt de ce travail par rapport aux deux travaux français, c'est qu'il y a de l'anapathe à chaque fois. Donc, comme d'habitude, sur 168 autopsies, malheureusement, les hommes sont toujours, et de très très loin, les plus concernés par le problème. Ne croyez pas qu'il n'y a que les vétérans qui ont des accidents en faisant du sport, vous voyez la moyenne d'âge. Un élément important, c'est que 30% de ces patients avaient des antécédents perso, ils avaient déjà eu des symptômes, ou ils ont des antécédents de mort subite familiale. On retrouve toujours ce même trio concernant les sports pratiqués. Vélo, course à pied, foot. C'était la même chose dans les deux études françaises. Chez les Espagnols, c'est toujours le même souci. Alors, n'en concluez pas que ce sont forcément les trois sports les plus dangereux, parce qu'il est évident qu'entre le foot et le handball, on n'a pas le même réservoir de sportifs, donc il y a forcément un biais. Mais néanmoins, ce sont toujours ces trois sports qui ramènent malheureusement le plus de victimes. L'athérosclérose coronaire arrive toujours comme première cause. Et par contre, ce qui confirme ce qu'on constate déjà dans toutes les autres études, sauf celle de M. Mayron, c'est que chez les moins de 35 ans, la MCH n'est pas du tout forcément la première cause de mort subite. Loin de là. Et puis, il y a quand même 11% de sujets pour lesquels on n'a trouvé aucune cause, avec évidemment beaucoup de questions à la clé, à la fois sur nos carences en termes diagnostiques, et puis sur aussi peut-être toujours ce spectre du dopage qui peut expliquer un certain nombre de décès pour lesquels on ne trouve pas de cause. Alors après, je vais un petit peu surfer parce que je ne veux pas non plus manger les sujets des différents intervenants. Donc Frédéric vous a parlé tout à l'heure de ce papier importantissime qui est sorti l'an dernier, donc avec les critères de Seattle qui vous permettent effectivement, si vous voulez bien les appliquer, de gagner en spécificité, et travaux appliqués qui suivent derrière, un papier qui sort quelques semaines plus tard, donc une étude menée en Australie, et qui donc va appliquer ces critères de Seattle. L'intérêt que j'ai trouvé, moi, à cette étude, c'est que la population qui a été recrutée n'est, contrairement à la plupart des papiers jusqu'à maintenant, qu'en partie caucasienne, et elle inclut des sportifs pour lesquels on a extrêmement peu de renseignements dans la littérature internationale, c'est une grosse partie de population maori. Donc très intéressant, notamment pour ceux d'entre nous qui s'intéressent au rugby, où on est avec à gérer des athlètes de plus en plus nombreux qui viennent de cette origine. Voilà. Alors au total, dans tout ça, eh bien, on constate qu'en appliquant les critères de Seattle, on gagne effectivement, comme vous l'a dit Frédéric, notablement en spécificité, et on passe grosso modo de 17% d'électrosuspects à 4%, ce qui est évidemment très important, grâce notamment donc aux nouvelles valeurs retenues pour le QT court, pour le QT long, homme-femme, et puis aussi, comme il vous l'a dit, pour les troubles de repolarisation, notamment de V1 à V4. Voilà. Au niveau des ethnies, puisqu'on va continuer dans ce registre, on manque, il est vrai cruellement, de données nombreuses sur certaines populations. Donc moi personnellement, j'estime que ces articles qui sortent au fur et à mesure sont vraiment importants pour tout ce qui est athlète non blanc. C'est vraiment précieux. Le premier papier,
Donc, Frédéric vous l'a évoqué aussi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est donc cette étude anglo-française qui a recruté des jeunes athlètes afro-caribéens et des jeunes athlètes caucasiens, et puis une proportion de cardiopathie hypertrophique en population témoin. Et il vous l'a dit, donc on gagne considérablement en qualité d'interprétation, avec une spécificité qui chez les athlètes de race noire passe de 40 à 84% et chez les athlètes de race blanche de 74 à 94%. Donc là, je vous encourage vivement à prendre connaissance en détail de ces papiers parce qu'ils sont extrêmement précieux pour notre pratique quotidienne. Un autre article qui a été réalisé par l'équipe de François, qui porte sur, cette fois-ci, une population asiatique, des footballeurs professionnels, donc qui sont comparés à des caucasiens et à des afro-caribéens. Alors, il est vrai qu'en France, on a un petit peu moins de sportifs d'origine asiatique à gérer, sauf si vous vous occupez de l'équipe de France de ping-pong. Néanmoins, voilà, l'article est intéressant dans la mesure où il montre qu'en termes d'électrocardiographie, il n'y a quasiment chez l'athlète asiatique aucun trouble de repolarisation. Donc, si vous en avez un, c'est hautement suspect. Et au niveau échographique, on a, avec la pratique du football en tous les cas, un remodelage excentrique avec des diamètres télédiastoliques qui sont un peu plus importants que ceux des blancs, qui eux-mêmes étaient un peu plus importants que ceux des noirs, et à l'inverse des parois qui sont un petit peu plus fines que celles des blancs, qui elles-mêmes étaient plus fines que celles des blancs. Voilà. Donc une petite pierre de plus qui vient compléter le puzzle et c'est vraiment intéressant à mon sens. Alors on change maintenant de registre, activité sportive et défibrillateur. Alors deux papiers très importants aussi, un qui me paraît importantissime, c'est donc ce registre nord-américain et un tout petit peu européen, et peut-être que par le biais du club, certains d'entre vous ont fait remonter des dossiers de leurs patients qui ont alimenté donc ce pool. Alors donc ça s'intéresse à la pratique du sport de façon compétition ou loisir, donc chez des gens porteurs d'un défibrillateur implantable. Vous voyez donc que finalement, sur 372 individus, les trois diagnostics principaux qui avaient motivé la mise en place du défibrillateur, c'était un QT long, MCH, DAVD, et le quatrième groupe le plus représenté était les cardiopathies ischémiques. Donc ces gens ont été suivis pendant, avec un recul moyen de, il me semble, 2 ans et demi, mais certains ont été suivis déjà depuis pratiquement 10 ans. 21% d'entre eux ont reçu un choc. On a toujours cette appréhension du choc inapproprié. Finalement, il n'y en a que 11% d'entre eux qui ont reçu un choc inapproprié. Par contre, il y en a 77, 21% qui ont reçu un choc approprié. Et quant à notre appréhension vis-à-vis de la pratique sportive, je trouve que le papier est finalement d'une certaine manière un peu rassurant, dans la mesure où il n'y en a que 49 chocs délivrés pendant l'activité sportive, alors qu'il y en a 39 plus 33 qui ont été délivrés hors activité sportive. Donc, avec ce recul, on se rend compte que finalement, ce n'est pas pendant la pratique sportive qu'il y a le plus de chocs délivrés. Les pathologies qui ont été les plus concernées par la délivrance de chocs appropriés, la dysplasie et la TBI idiopathique. Voilà. Ce qui est très rassurant dans tout ça quand même, c'est qu'avec un suivi consistant sur une population quand même qui elle aussi commence à ressembler vraiment à quelque chose, on a 0 décès. Donc, quand ça arrive, le défibrillateur semble quand même efficace. Et puis notre autre crainte, toujours pareil, hein, notamment par rapport au sport où on va plus solliciter les bras, que ce soit la natation, le basket, le hand, etc. Donc, qui sont des sports que classiquement, évidemment, on déconseille aux porteurs de défibrillateurs. Mais néanmoins, les dysfonctions de sonde, eh bien, 97% des patients avaient des sondes fonctionnelles à 5 ans et 90% à 10 ans. Donc un article, une première étude qui demandera évidemment à être confirmée sur des échantillons plus consistants, mais qui est quand même finalement assez rassurante. Le deuxième papier, alors lui, il m'a beaucoup plus perturbé, je vous en parlerai donc pas plus que ça, mais ça concerne l'efficacité du défibrillateur externe en cas de mort subite survenue pendant le sport.
Alors pourquoi ce papier m'a dérangé? C'est parce que M. Dresner, qui est quand même quelqu'un de très très présent dans la littérature internationale au niveau en cardiologie du sport, eh bien en 2008, il avait publié une méta-analyse qui montrait qu'il y avait 11% de survie sans séquelles neurologiques chez les jeunes sportifs qui étaient pris en charge pour une mort subite. Et puis 5 ans plus tard, sur une enquête certes cette fois-ci prospective, donc peut-être avec un peu plus de valeur, il nous ramène des taux de survie de 89%. Voilà. Alors moi, ça me dérange. Voilà. Ça me dérange qu'en 6 ans, il publie 2 papiers où on passe de 11 à 89% de survie sans séquelles neurologiques sur une population identique. C'est quelque chose qui est, je trouve, très curieux, mais qui n'a pas pour autant motivé beaucoup de réactions dans la population cardiologique. Troubles du rythme et sport. Alors, au niveau auriculaire, un papier qui avait beaucoup plu à Jean-Michel Guy, qui nous avait longuement parlé, parce qu'évidemment, ça s'intéressait à des skieurs de fond, et qui montrait que finalement, chez les sportifs de plus de 65 ans, qui avaient fait donc du sport d'endurance de façon très significative, il y avait un surrisque de faire de l'AFA. Néanmoins, ceux qui continuaient à faire du sport, mais avec des quantités, des charges d'entraînement moins importantes, étaient eux, paradoxalement, protégés par rapport à l'AFA. Voilà. Bon, ça vient s'ajouter à certains autres papiers qui sont sortis ces dernières années, qui montrent que le risque de FA, finalement, chez le sportif vétéran qui a eu une charge d'entraînement lourde, est augmenté par rapport au sujet sédentaire. On n'est pas très très étonné de ça quand on calcule nos surfaces auriculaires chez ces sportifs-là. Un autre papier qui, lui, est, disons, un petit peu plus intéressant dans la mesure où il n'avait pas eu autant de publications dans le même sens, qui s'intéresse à la même chose, c'est ce papier de l'équipe de Bifi, donc, qui s'est intéressé au devenir de jeunes sportifs qui ont des extrasystoles ventriculaires sur un cœur sain d'après échocardiographie, épreuve d'effort et enregistrement Holter. Alors, si on regarde ça, donc ils ont recruté 120 athlètes, âge moyen 16 ans, donc électro, écho, épreuve d'effort max, RAS, et étaient quand même exclus de l'étude les sujets qui avaient un antécédent familial de mort subite de moins de 40 ans, ceux qui faisaient de la TV soutenue pendant plus de 30 secondes, ou ceux qui faisaient de la TV non soutenue mais avec des cadences rapides. Ceux-là n'étaient pas retenus, ils étaient considérés comme trop dangereux. Les autres donc ont été autorisés à poursuivre leur activité sportive et ils ont été suivis sur 84 mois. Sur les 120 de départ, il y en a 2 tiers qui ont continué à faire du sport. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de franche différence entre ceux qui ont continué le sport et ceux qui l'ont arrêté. Vous voyez que finalement, les 2 groupes ont vu leur extrasystolie, leur charge extrasystolique diminuer de façon très significative sur les haltères au fil du temps. Et puis, ce qui n'est quand même pas négligeable, c'est que donc chez ces sportifs qui avaient des charges extrasystoliques quand même pas négligeables, hein, avec 3000, 6000 extrasystoles 24 heures, il n'y a eu aucun décès dans le suivi. Voilà, ce qui est quand même là aussi assez rassurant. Néanmoins, et ça ne dérange pas plus que ça les auteurs dans l'article, il y en a quand même 14% de ceux qui ont continué, qui ont vu leur fraction d'éjection ventriculaire gauche baisser et passer en dessous de la barre des 50%. Alors, on peut l'expliquer évidemment chez ceux qui continuent à faire du sport par le fait que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure Stéphane, hein, quand on fait du sport et qu'on continue à dilater un petit peu son ventricule gauche, eh bien, au repos, on n'a pas besoin d'une fraction d'éjection importante pour satisfaire aux besoins de base. Et on a ces pseudo-hypokinésies, ces pseudo-altérations de la fonction ventriculaire gauche. Et eux l'expliquent aussi par le fait que, finalement, ceux qui plantaient leur fraction d'éjection au repos, avec le recul, étaient ceux qui gardaient le plus d'extrasystoles. Ils en avaient plus de 10 000, voire 11 000 par 24 heures. Et donc, ils expliquaient en fait cette dégradation éventuelle de la fraction d'éjection par un effet bloc de branche, comme on le rencontre dans les cardiopathies, enfin, dans les dégradations de fonction ventriculaire gauche sur bloc gauche complet permanent. Voilà, c'était l'explication qu'ils avançaient. On peut aussi quand même se poser la question d'un éventuel phénomène de cardiopathie dilatée qui commence à se manifester et à prendre aussi plus d'importance avec le temps et à se matérialiser. Mais néanmoins, quand vous devez signer chez ces gens-là pour 1 an, ben vous pouvez quand même avoir le cœur relativement léger, si l'on peut dire, si tous les examens complémentaires sont satisfaisants, puisqu'il n'y a pas eu de décès dans le suivi.
Alors, morphologie cardiaque et sport, donc trois points qui m'ont paru intéressants: le ventricule droit, les trabéculations ventriculaires gauche et l'aorte. Le ventricule droit, je ne vais pas déflorer le sujet qu'Aude Mignot va vous évoquer demain en détail, simplement plusieurs papiers qui sont sortis, qui sont intéressants dans la mesure où jusqu'à maintenant on n'avait vraiment pas grand-chose sur le cœur droit du sportif. Et là, il y a plusieurs papiers qui sont sortis avec des sportifs de bon niveau, avec activité d'endurance importante. Et donc, on en reparlera de tout ça demain, mais il y a eu effectivement pas mal de nouveaux ces 12 derniers mois. Un papier qui a été réalisé là par, encore une fois, l'équipe de Charma avec la participation de l'équipe de François, qui s'attache donc au rôle des trabéculations. Avec l'avènement, si on peut dire, de la non-compaction du ventricule gauche, on a été de plus en plus confrontés à des images qui nous ont un peu interpellés parfois de trabéculation, même modérée chez nos athlètes, et notamment évidemment chez les sujets de race noire, où ils sont beaucoup plus nombreux, ces aspects un petit peu suspects. Alors finalement, le travail est intéressant dans la mesure où, si on intègre, en plus de ces images suspectes sur le plan échographique, les deux autres critères durs que sont la présence d'un trouble de repolarisation inférolatérale et l'existence d'une fraction d'éjection ventriculaire gauche modérément altérée, si on considère uniquement ces sujets-là comme étant ceux qui sont vraiment susceptibles d'avoir une vraie non-compaction, et bien à ce moment-là, on voit que la prévalence d'examens suspects chez les athlètes de race noire passe de 11 à 3,4%, et chez les caucasiens, elle passe de 8 à 0,5%. Et encore une fois, et c'est toujours l'intérêt de ces papiers, c'est qu'au-delà de le dire, il y a quand même un suivi qui est assez consistant derrière, et que sur 48 mois, chez ces sujets-là, on a 0 accident. Donc là encore, un papier qui est finalement assez rassurant par rapport à certaines questions qu'on pouvait se poser. L'aorte, pour finir, alors juste une méta-analyse qui a l'intérêt de la méta-analyse, c'est-à-dire évidemment